Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java. Dans cette vidéo, on va parler des threads et de Runnable. On verra aussi l'exécuteur service. On commence aussi une nouvelle série de vidéos qui porteront sur tout ce qui est synchronisation, thread, etc. Les threads, ils permettent de réaliser des opérations en parallèle, donc en même temps. L'exécution des threads, elle est gérée par la JVM et elle prend notamment en compte leurs priorités. On a des constantes qui sont associées à la classe thread, des constantes statiques. En voici des exemples. Un thread, c'est un objet de la classe java.lang.thread. Donc java.lang, donc on n'a pas besoin d'un import. L'interface java.lang.runnable, elle permet d'implémenter le traitement à faire exécuter par un thread. C'est une interface fonctionnelle, elle ne contient qu'une seule méthode abstraite, c'est la méthode run void. Le traitement défini par un runnable, il ne retourne pas de résultat, et il n'émet pas d'exception. Un thread, ça implémente runnable, puisqu'un thread, ça possède une méthode run qui exécute le traitement du thread. Runnable, ça renvoie pas de résultat, mais si on veut retourner un résultat, on va plutôt s'orienter sur un callable. Lui, il permet aussi d'implémenter un traitement à faire exécuter par un thread. C'est la méthode call qui retourne un élément de type V. On est sur une interface générique. La méthode call, elle peut émettre une exception. Runnable et callable, ce sont des interfaces fonctionnelles, donc on peut les utiliser avec des lambdas. Les threads, ça pose des problématiques. Donc sans rentrer dans un cas vraiment précis et compliqué, pour la certification, il faut avoir un minimum de culture générale concernant ces problématiques. Donc deux threads, ça peut se bloquer l'un l'autre, et ça c'est un deadlock. Un thread, ça peut être en perdition et ne jamais réussir à s'exécuter. C'est la starvation. On peut aussi avoir des threads qui s'exécutent, mais qui vont jamais au bout de leur travail, et qui redémarrent sans cesse. C'est le live lock. En réalité, c'est un thread qui s'interrompt et qui est remplacé par un autre thread qui commence le traitement et s'interrompt également, et ainsi de suite. On peut aussi avoir des threads qui se marchent dessus. Donc ça, c'est le race condition, quand on a un défaut de synchronisation quelque part. On peut créer un thread à partir d'un runnable. J'ai ici un mini runnable dont la méthode run ne fait qu'afficher le nom du thread. Dans une méthode main, je crée un thread avec le constructeur newThread et je lui passe en paramètre un runnable que j'instancie avec new mini runnable. Je démarre le thread avec sa méthode start. Attention à ne pas mélanger start et run. Dans cet exemple, avec des runs à la place des start, j'ai pas de traitement en parallèle, j'ai du séquentiel. La méthode run, elle va juste exécuter le traitement qu'on attend pour le thread, mais pas dans un thread. Donc on va rester dans le thread courant. Donc on a un peu l'illusion de l'utilisation de ce thread, mais en fait, on ne fait pas de traitement en parallèle. Pour créer un thread, on peut donc soit passer par un runnable, qu'on passe en constructeur, soit hériter de la classe thread et surcharger la méthode run. Quand on va appeler la méthode start, on va créer une tâche pour une exécution en parallèle qui va exécuter comme traitement ce qu'on aura mis dans run. Passons en revue les méthodes de la classe thread. Dans la classe thread, j'ai la méthode statique qui me renvoie le thread courant. J'ai une méthode statique qui me permet de faire une pause sur le thread courant. Une pause exprimée en millisecondes via un long. On fait une pause dans un thread, donc on peut être interrompu. Cette méthode, elle throws interrupted exception, qui est une checked exception qu'il faudra donc gérer. On a une méthode statique qui renvoie un booléen qui nous indique si le thread courant a été interrompu ou pas. J'ai des méthodes pour récupérer les informations qui décrivent mon thread, son identifiant, son nom, sa priorité. Pour interrompre un thread, je peux appeler la méthode interrupt. Pour savoir si mon thread a été interrompu, j'ai isInterrupted. Si je souhaite attendre la fin du traitement d'un thread, il me faudra utiliser les méthodes join, qui sont finales et que je ne peux pas redéfinir. J'ai deux variantes, une sans paramètre et l'autre avec un délai. Si le thread que j'attends prend trop de temps, j'aurai une exception. On a aussi les méthodes pour démarrer, arrêter, suspendre un thread ou juste exécuter son traitement. On a parlé de runnable, de callable, de thread. On a revu les méthodes principales de thread. Parlons maintenant
d'un exécuteur service. L'interface java.util.concurrent.executor-service, elle décrit un type d'objet de haut niveau auquel on peut déléguer l'exécution des tâches. Un exécuteur service, donc c'est un objet de haut niveau qui va gérer lui-même un pool de threads et qui va planifier, suivre leur exécution. Exécuteur service, il a une sous-interface qui est scheduled exécuteur service avec des méthodes en plus pour réaliser de l'exécution périodique de tâches. Un exécuteur service, ça s'utilise suivant plusieurs étapes. Déjà, la création de l'exécutor. On passe par des factory méthodes qui se trouvent au niveau de executors. Une fois l'exécuteur service dans la poche, on soumet des tâches. Ensuite, on attend la fin d'exécution des tâches pour faire quelque chose des résultats. Et en dernière étape très importante, on détruit l'exécuteur. Exécuteur service, on peut le créer donc par des factory methods qu'on trouve dans la classe executors. On a new cached thread pool, new fixed thread pool, ou tout simplement un single thread executor, donc il y a peu d'intérêt, puisqu'on fait tout en single thread. Si on veut créer un schedule d'exécuteur service, on a d'autres factory methods, ces deux-là. Je vous laisse lire attentivement leur nom. L'étape 2, ça va être d'utiliser l'exécuteur. Notre exécuteur, il sera utile que si on lui fournit des tâches. J'ai deux premières méthodes, qui s'appellent invokeAll, qui me permettent d'exécuter un ensemble de callables, et tout ça me retourne une liste de futurs. Futur, c'est un objet un peu particulier, que je pourrais utiliser par la suite, pour récupérer le résultat de mes tâches qui ne sont pas encore exécutées. J'ai également des méthodes invokeAny, pour réaliser une tâche parmi un ensemble de tâches. invokeAll et invokeAny, elles sont à chaque fois déclinées avec une version sans délai et une version avec délai. Quand j'indique un délai, donc un délai d'attente, je dois le préciser avec une valeur exprimée en longue et une unité. Cette unité, c'est timeUnit, une enum dont les valeurs permettent de spécifier une unité de temps, donc en jours, en heures, en microsecondes, en millisecondes, en minutes, en nanosecondes ou en secondes. Pour toutes les méthodes que nous venons de voir, on peut avoir une interrupted exception, c'est donc une exception qu'on doit gérer systématiquement. On peut également soumettre des tâches unitairement. On aurait peut-être dû commencer par ça. Et pour soumettre unitairement une tâche, on passe par une méthode submit. Avec submit, on peut soit indiquer un runnable, un callable, ou encore un runnable et une valeur, donc fournie par anticipation, qui sera retournée à la fin d'exécution du runnable. Pour ces méthodes, si l'exécuteur service n'est pas en mesure de prendre la tâche en compte, on a une exception runtime, Rejected Execution Exception. Penchons-nous sur le Scheduled Executor Service. Ce type d'exécuteur service, il contient de nouvelles méthodes. Ce sont ces trois méthodes. Les deux premières, elles vont exécuter un runnable ou un callable après un certain délai, et une seule fois. On va pouvoir différer l'exécution d'une tâche de 5 secondes par exemple. La troisième méthode est un peu plus amusante parce que elle permet d'exécuter à intervalle fixe une tâche. On schedule at fixed rate un runnable. Donc mon runnable, je vais l'exécuter après un certain délai pour la première exécution, et ensuite, par exemple, toutes les 5 secondes. La troisième étape d'utilisation d'un exécuteur service, c'est attendre. Donc pour attendre l'exécution de toutes les tâches avec un délai d'attente maximal, il faut appeler la méthode awaitTermination. On peut aussi attendre le résultat pour une tâche donnée à partir de l'objet futur, qui est retourné par une des méthodes de soumission de tâches, submit, invokeAll ou invokeAny. Pour attendre, on appelle la méthode get. Parlons maintenant précisément de cette classe future. Alors c'est pas une classe, c'est une interface. Ça change pas grand-chose. Et donc l'interface future, elle correspond à des objets qui permettent l'accès aux résultats des tâches. Ça permet aussi de contrôler le statut de la tâche, savoir si elle est terminée, en cours ou encore annulée. On peut aussi annuler une tâche depuis un futur. Donc voici toutes les méthodes. On a une méthode cancel, dont le paramètre mainterruptIfRunning permet de terminer gracefully ou pas. Si ce paramètre est à true, on donne au futur l'autorisation de terminer directement la tâche
Et autrement, il la laissera aller au bout de son travail. La méthode isCancel permet de savoir qu'une tâche est annulée. La méthode isDone correspond à une tâche qui a terminé son travail. La méthode get va être bloquante, elle va attendre le résultat de la tâche. Elle est susceptible d'émettre une interrupted exception ou une execution exception. Ces deux classes sont des checked exceptions. On a aussi une variante de get avec un délai d'attente maximal et qui pourra donc émettre une nouvelle exception qui également est une checked exception, qui est une timeout exception. La dernière étape à ne pas oublier, si on ne veut pas avoir un programme qui ne s'arrête jamais ou des threads en déshérence, c'est la terminaison de l'exécuteur service. Attention également aux objets que vous pourriez construire par-dessus un exécuteur service. Donc là, je vous parle d'expérience vécue. N'oubliez pas de terminer l'exécuteur service. Pour terminer l'exécuteur service, on a deux façons. On a deux méthodes. On a shutdown. Avec shutdown, les tâches déjà soumises, elles peuvent s'exécuter, mais aucune nouvelle tâche n'est acceptée. Avec shutdown now, les tâches en cours, elles se terminent de façon un peu plus abrupte. Les tâches qu'on a déjà réalisées, on récupère tout le résultat dans une liste. Pour suivre le shutdown, on a la méthode isShutdown qui indique si un shutdown a été demandé. On a aussi le isTerminated qui indique si le process du shutdown est terminé. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.